Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens. Bonjour, on se retrouve dans le cadre de ce salon de l'économie d'avenir ESS Sud avec un débat sur le thème conjugué performance économique et utilité sociale au service de l'économie locale avec trois intervenants. Laurent Laïc, que j'accueille dans ce studio, le président du groupe Lavarap, et puis à distance Bernard Bensaïd, président directeur général du groupe AVEC. Bonjour Bernard, vous êtes avec nous? Voilà. Et Maëlys Kanzler, qui est la présidente de Omnia. Bonjour Maëlys. Alors on va tout de suite rentrer dans les présentations. Juste un petit détail, mais qui a son importance. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Et donc je récupérerai ces questions et tout au long de ce débat, je les soumettrai à nos invités. Alors Maëlys Kanzler, donc vous êtes présidente et fondatrice de Omnia. C'est une histoire familiale et personnelle pour vous aussi. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise que vous présidez ? Alors, il va falloir peut-être juste allumer votre micro. Voilà. Ou qu'on vous donne du son. Avec plaisir, je peux vous présenter Omnia. Vous m'entendez bien? On vous entend, c'est parfait. Voilà. Donc, Omnia est un groupement d'entreprises qui contribuent chacune d'entre elles à une partie des métiers qui nous permettent de créer des habitats inclusifs sous forme de colocation pour personnes vivant avec handicap. Donc dans le groupement, il y a une foncière qui porte l'investissement immobilier, il y a une société qui porte l'aide à domicile et il y a une association qui porte l'animation du projet de vie sociale et partagée. L'idée, c'est de proposer à des personnes en situation de handicap de vivre une vie la plus ordinaire possible dans un appartement autonome, ordinaire, et de pouvoir compenser leur handicap avec des intervenants qui viennent les accompagner du matin au soir, 7 jours sur 7. C'est une entreprise qui est très présente dans notre région, la région sud. Alors déjà, tout a commencé dans la région sud, puisque ma sœur habitait à l'époque chez mes parents à la Croix-Valmer dans le Var. Et c'est quand j'ai pensé à ce premier projet pour elle que je suis tout naturellement allée voir la mairie de la Croix-Valmer, qui m'a fortement soutenue, qui m'a identifié un terrain et qui m'a permis de créer le premier club des 6 à la Croix-Valmer. Et dans les 3 ans, à peu près 25% de nos projets trouveront leur implantation régionale en région PACA. Merci, on revient vers vous dans un instant parce qu'on va parler un peu du modèle économique de ce type d'entreprise. Bernard Bensaïd, vous êtes également avec nous depuis Vincennes, je crois, donc le président du groupe AVEC. Nous, on connaissait Doctégestio. Peut-être quelques mots de présentation en ce qui vous concerne vous. Vous êtes un chef d'entreprise, mais aussi un économiste. Et vous avez beaucoup travaillé sur les questions dont on va parler aujourd'hui, cette notion de performance économique conjuguée à l'utilité sociale. Oui, tout à fait. Merci Yves de me donner la parole et merci pour cette invitation. Effectivement, je suis d'abord un économiste et ensuite un chef d'entreprise. Donc, les sujets de l'économie sociale et solidaire, de sa capacité à coexister avec une économie qui est peut-être moins solidaire, m'ont toujours intéressé et je me suis lancé un défi maintenant il y a plus de 10 ans. C'était montrer qu'on pouvait développer, conserver, maintenir des entreprises de l'ESS tout en, si vous voulez, viser, si vous voulez, leur performance économique. Voilà.
Donc le groupe que je dirige s'est spécialisé en fait dans la reprise de ces entreprises de l'économie sociale et solidaire qui sont malheureusement parfois malmenées, en difficulté. Et le défi que nous sommes lancés, c'est montrer que nous pouvons sauver ces entreprises grâce à une méthode qui est assez proche, si vous voulez, de toutes les méthodes finalement que j'ai pu entendre dans les débats d'aujourd'hui et qui portent autour des thèmes que j'imagine nous allons aborder. Merci Bernard Bensaïd. Et puis donc en studio avec moi à Marseille, Laurent Laïc qui est venu en voisin d'Aubagne avec l'Avarap donc, que vous présidez. Laurent, quelques mots sur cette entreprise. Merci Yves de cette invitation. Alors, de façon très simple, le groupe L'Avarap est un groupe d'entreprises qui sont toutes des entreprises d'insertion. Et donc, comme on le dit, entreprise d'insertion, ça allie le mot entreprise à l'insertion, donc l'économique au social. Et donc, nous avons une raison d'être, une finalité au sein du groupe qui est de permettre à chacun de relever la tête et de jouer son rôle dans la société. En gros, permettre à chacun de trouver sa place. Et donc, pour ce faire, on a deux convictions fortes. D'abord, la première, c'est que personne n'est a priori inemployable. Et la deuxième conviction, c'est que l'entreprise, dans toutes ses formes, est probablement le meilleur moyen pour insérer dans la vie active des personnes qui en ont été éloignées. Et donc, ce groupe s'est développé depuis 25 ans et on a aujourd'hui 4 pôles d'activité. Un pôle environnement, un pôle éco-construction, un pôle ressources et compétences et un pôle santé. Ces 4 pôles, aujourd'hui, ça fait une grosse PME, c'est à peu près 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 6000 collaborateurs. Et on est présent à peu près toutes les régions en France, sauf le Nord, le Grand Nord et l'Ouest. Mais on est aussi en Outre-mer. Merci Laurent. Alors on va parler aujourd'hui de mutualisation, d'intelligence collective, de digitalisation, d'innovation, d'implantation territoriale, mais peut-être un nouveau tour de table, j'allais dire, auprès de chacun et chacune d'entre vous, afin que vous me disiez un petit mot sur la situation actuelle. Est-ce que dans le contexte actuel, ces valeurs de l'économie sociale et solidaire ressortent encore plus fort? C'est vrai qu'on parle de la loi Pacte, qu'on parle de la raison d'être des entreprises. Tout ça, on va dire, l'économie sociale et solidaire le fait un petit peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Bernard Bensaïd, votre point de vue sur l'émergence ou le retour de ces valeurs dans la situation actuelle? On parle beaucoup de social aujourd'hui et de raison d'être des entreprises. C'est même le terme qui convient. Alors, je pense, et les personnes du groupe pensent aujourd'hui que plus que jamais, les valeurs, les méthodes dont vous avez parlé sont nécessaires pour l'économie sociale et solidaire. Et la raison est très simple, c'est que cette économie sociale et solidaire, elle fait l'objet de beaucoup plus de contraintes que les entreprises, je dirais, de l'économie normale. Plus de contraintes sur le plan social. Monsieur Laïc vient de le noter, plus de contraintes sur le plan capitalistique, et donc les défis qu'elles doivent relever sont encore plus importants. Alors, comment faire dans ce contexte pour relever tous ces défis qui s'imposent aux entreprises de l'économie sociale et solidaire? C'est très compliqué, on peut se poser même la question de la survie de ces entreprises, et la réponse que le groupe AVEC a apportée, en tout cas elle est simple, elle consiste à dire que à défaut d'être encore plus performantes que les entreprises de l'économie normale, les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont menacées. Alors pour nous, le plus de performance, il est possible avec justement la méthode que vous venez d'indiquer. Eh bien effectivement, cette méthode-là, nous l'appelons dans le groupe la méthode MIDI. MIDI pour le M de mutualisation, le I d'intelligence collective, le D de digitalisation et le I d'innovation. Donc en quelque sorte, notre avis, c'est que pour survivre, les entreprises de l'économie sociale et solidaire doivent être encore plus innovantes, mettre encore plus digitalisées, mettre encore mieux en œuvre l'intelligence collective et encore plus mutualisées que les entreprises d'économie réelle. On le croit réellement. On pense que c'est effectivement très, très compliqué. C'est pour ça que je suis très admiratif de tous les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, et en particulier de nos amis qui sont autour de table aujourd'hui. Et je sais combien est la difficulté de ce chemin. Merci. Merci aussi Bernard Bensaïd de nous présenter la méthode MIDI à l'heure du déjeuner. Mais ce n'est pas parce qu'on est à l'heure du déjeuner que vous pouvez rester à l'écart de ce débat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions avec le chat qui vous permet d'intervenir. Alors Maëlys Kanzler, un peu la même question. Donc Bernard Bensaïd est déjà rentré dans le débat. Mais vous pensez qu'aujourd'hui,
il y a une forme, alors c'est toujours délicat à dire dans une crise aussi grave que celle que nous traversons, mais d'opportunité pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire pour mieux et plus faire entendre leur voix? Alors, je dirais ce qui caractérise certainement l'état d'esprit dans l'ESS, c'est quand même la notion de solidarité entre acteurs. Et je pense qu'elle a largement fait ses preuves pendant cette période. Nous, on n'a jamais autant coopéré avec d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire que ce qu'on faisait avant. Et j'irais même au-delà, c'est que la crise qu'on a traversée, ou qu'on traverse toujours, elle a permis de démontrer, en ce qui nous concerne en tout cas, la résilience de notre proposition. Nous, on propose encore une fois des habitats inclusifs, donc des colocations pour personnes en situation de handicap. Ils sont 6 par colocation. Toutes les personnes qui ont vécu cette crise sanitaire en isolement, soit seules dans leur appartement, soit juste avec un proche, ont très mal vécu le fait de ne pas pouvoir avoir de contact. Tous ceux qui étaient placés en établissement à 50, 100 personnes se sont retrouvés isolés dans leur chambre. Nous, notre petit format de 6 a permis de garder une vie quasi normale tout au long des périodes de confinement en particulier. Même s'il n'y avait plus de sortie à l'extérieur, il y avait quand même des contacts à l'intérieur de nos colocations. Donc je dirais que nous, ça nous a plutôt permis de faire valoir une solution qui va se développer de plus en plus dans les années à venir. Merci. Laurent Laïc, au-delà de toutes les valeurs dont on a déjà parlé, on peut ajouter le mot de solidarité. Hein. On voit bien qu'en effet, c'est un des phénomènes importants. Il faut continuer à garder le lien. Là, on est entre nous sous une forme digitale, mais il est nécessaire de retrouver cette valeur-là aussi de l'ESS dans cette période difficile. Tout à fait. Alors, la période, elle est difficile pour tout le monde, mais un entrepreneur entreprend toujours sur des problèmes. Et là, en l'occurrence, les problèmes, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir entreprendre. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle, si je veux être un peu provocant, mais pour être positif aussi, de la situation. Et nous, on a géré cette période-là parce qu'on allait pas trop mal financièrement avant la crise. Hein, tout ça, il faut bien sûr le pondérer. Avec 3 termes. 1, innovation. 2, expérimentation. 3, changement d'échelle. Si on ne met pas ces trois valeurs-là dans un même package, et donc ça pose la question de la gouvernance derrière, c'est-à-dire et de la notion du temps, comment on arrive, c'est comme ça que nous on a répondu en tout cas à la période exceptionnelle à laquelle on était confrontés. Et donc la première étape a été de dire, est-ce que notre projet social, est-ce que notre projet, notre finalité répond à la problématique sociale des gens? Et là on a dit partiellement. Et donc, comme elle répond partiellement, qu'est-ce qu'on est capable de faire dans cette période 2020 où les choses bougent pour aller plus loin, pour être auprès des gens, être plus solidaire, être plus... Voilà. Première réponse. Deuxième réponse, nous, on aime bien penser, mais on aime bien les travaux pratiques. Et les travaux pratiques, c'est l'expérimentation. Qu'est-ce que je peux faire avec nos moyens, notre écosystème, nos partenaires, des associations plus petites, etc., pour essayer de tester des trucs grandeur nature et de redonner ou donner espoir, donner une vision à nos collaborateurs déjà, puis à nos partenaires. Et troisième chose, c'est changement d'échelle. Et le changement d'échelle, ça demande des levées de fonds, ça demande de mettre au centre l'entreprise au service du projet, etc. Et si on arrive à organiser ces 3 espaces-là, parce qu'on y travaille avant la crise, évidemment, à ce moment-là, on s'aperçoit que ça crée de la confiance, ça crée de l'envie auprès de nos propres collaborateurs. Et finalement, ça nous guide en disant une entreprise dite sociale, dite solidaire, de l'ESS, etc., c'est une entreprise qui est plus résiliente, c'est une entreprise qui va pouvoir mieux rebondir, c'est une entreprise qui va inscrire le temps long comme modèle et pas forcément l'hyper-activité court-termiste, etc., etc. Oui, alors justement, c'est un point important, Bernard Ben Saïd, dans cette période où on a tendance à dire qu'on est obligé un peu de vivre au jour le jour. La notion, c'est aussi le temps long. Le temps long, c'est le temps de certains financiers. Hein. Ça a été évoqué à l'instant par Laurent Laïc, levée de fonds et autres. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de la nécessité de trouver les moyens de vous développer. Comment est-ce qu'on parle, pour rentrer dans le cœur de la discussion, comment est-ce qu'on parle aux investisseurs? Comment on essaie de séduire des gens qui, j'allais dire, dans la vie autre que l'ESS, ont des taux de retour sur investissement parfois de 15% que vous ne pouvez pas, avec vos entreprises, leur offrir. On est sur le temps long, on est sur la séduction des investisseurs par d'autres moyens, par d'autres techniques. Comment est-ce que vous travaillez cette recherche de capitaux aujourd'hui dont vous parliez tout à l'heure? Alors, donc Yves, là, effectivement, c'est une question qu'on se pose tous. Je suis tout à fait d'accord avec Laurent Laïc sur le fait qu'on a un vrai sujet aujourd'hui de changement d'échelle dans les entreprises
de l'économie sociale et solidaire. Ça fait partie de la méthode que nous distillons, sur laquelle nous croyons énormément. Et bien sûr, ce changement d'échelle, il nécessite des fonds nouveaux. Donc là, on se trouve tous si vous voulez, à la même problématique, on se trouve tous heurtés à la même problématique, c'est que bien entendu, par définition, une entreprise d'économie sociale et solidaire ne peut pas avoir la même rentabilité qu'une entreprise, si vous voulez, classique. Donc comment faire pour séduire des investisseurs? Comment faire pour attirer des fonds? Comment un entrepreneur de ce secteur peut-il s'en sortir? Alors nous, bien sûr, on déroge pas à la règle de la rentabilité. Le groupe que je préside, qui emploie aujourd'hui plus de 12 000 salariés, qui fait 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc qui est un poids lourd de l'ESS aujourd'hui, a effectivement une rentabilité qui est faible. Elle est rentabilité faible et on ne peut pas se cacher derrière. Donc, comment faire pour, dans ce cadre-là, passer à l'échelle et, si vous voulez, chercher des investissements? Il y a trois façons de faire. Bon, la première façon de faire, c'est de dire on se débrouille tout seul. On se débrouille tout seul et on ne va pas chercher de fonds. On ne va pas chercher de fonds. Ça, c'est un peu ce que le groupe a fait jusqu'à présent. Nous avons eu 12 ans de croissance à peu près exceptionnelle de 25 à 30% par année chaque année et nous n'avons pas sollicité de fonds à date. Donc ça signifie qu'il faut puiser des ressources sur l'intelligence des collaborateurs, le dynamisme des organisations et le fait que, bien entendu, il n'est pas question de sortir 1 euro de l'entreprise. Tous les fonds générés, tous les free cash flow générés par l'entreprise sont systématiquement réinvestis. Bon, ça, c'est la première réponse que le groupe a eue pendant pratiquement 12 ans. La deuxième réponse, et c'est celle que nous allons mettre en œuvre dès cette année, eh bien, c'est dire finalement, cette construction, bien entendu, elle est collective. Elle est collective, elle est liée à l'intelligence collective, elle est liée, si vous voulez, à la mutualisation des efforts de tous, grâce à l'innovation de tous. Et donc, nous souhaitons faire participer l'ensemble des collaborateurs à cette dynamique. Et donc, cette année, nous avons décidé d'ouvrir le capital, l'intégralité du capital aux 12 000 salariés. Alors bien sûr, il y aura à la fois si vous voulez, des distributions gratuites d'actions, et à la fois, il y aura la possibilité pour les collaborateurs de participer à des augmentations de capital. Et donc, ceci vise 3 objectifs. Premièrement, premier objectif, celui que vous avez indiqué, qui est la nécessité de passer à l'échelle. Deuxième objectif, c'est celui si vous voulez, de partager la gouvernance. Et troisième objectif, c'est celui de répartir les revenus, si vous voulez, au plus grand nombre, et l'effort collectif au plus grand nombre. La troisième méthode, et c'est aussi celle que nous espérons, c'est celle qui consiste à dire aux investisseurs, eh bien, il n'est pas possible, il n'est juste pas possible, dans un monde où le besoin de solidarité, le besoin de partage est de plus en plus important. Il n'est pas possible, dans un monde où les taux d'intérêt sont négatifs, de réclamer les rentabilités que vous avez réclamées pour l'instant aux entreprises de l'économie sociale. Et encore plus quand on s'adresse à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc, il est de votre responsabilité sociétale, sociale, je dirais, d'accepter des temps de rentabilité plus longs, ce qui veut dire des taux de rentabilité plus faibles. Alors, je sais bien que c'est un peu pieux, mais je pense qu'aujourd'hui, aussi bien les pouvoirs publics que les grandes institutions financières internationales et nationales sont de plus en plus convaincus de ceci. Pour sauver le soldat de l'entreprise économique, sociale et solidaire, qui est nécessaire. Voilà ma réponse. Merci beaucoup de ce développement. On va revenir sur tous ces points, Bernard Bensaïd. Je rappelle que vous pouvez donc intervenir, poser vos questions, puisque vous voyez qu'on est vraiment dans des sujets très concrets. Maëlys Kanzler, par rapport donc à cette notion de développement, de recherche de fonds, ce qui est important, c'est le modèle économique de l'entreprise. C'est des questions que vous vous êtes beaucoup posées, sur lesquelles vous avez travaillé. Est-ce qu'on peut aujourd'hui sortir des modèles économiques de nature à rassurer, sinon à séduire les investisseurs et à trouver pour vous les fonds nécessaires à votre croissance ? Alors oui, on a plusieurs métiers au sein du groupement Omnia, puisqu'on a un métier de foncière, on a un métier d'aide à domicile, on a un métier d'animateur habitat inclusif. Celui pour lequel on a recours à des investisseurs, c'est la foncière, bien entendu, puisque chaque projet, nous, c'est un bâtiment en moyenne qu'on construit qui fait 700 mètres carrés, qui nécessite un investissement d'1,7 million avec 500 000 euros d'apport et 1,2 million d'emprunt.
Le premier bâtiment, je l'ai financé, et dès lors que j'ai décidé d'essaimer le projet, je me suis dit très vite que je n'aurais pas les moyens de financer les autres. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer assez rapidement le fonds Finance Solidarité d'Amundi, qui est un fonds collecteur d'épargne salariale solidaire, et qui a très vite compris que c'est dans la durée déjà qu'ils allaient créer la valeur. Et prioritairement, surtout ce qu'ils voulaient, c'était de générer de l'impact social. Il est clair qu'on pourrait aujourd'hui sortir des taux de rentabilité beaucoup plus importants, mais ce serait au détriment des locataires, puisque nous, on mesure le taux de rentabilité d'une foncière sur le niveau de loyer rapporté aux investissements. Il suffirait qu'on augmente un peu les loyers pour augmenter le retour sur investissement. C'est pas le choix de nos investisseurs aujourd'hui. Au contraire, nous, on est évalués tous les jours sur l'augmentation du reste à vivre de nos locataires. Donc, c'est l'inverse même qu'on nous demande. Et ça, je trouve ça assez beau de la part d'investisseurs, que de pas vous challenger sur la rentabilité, mais vraiment vous challenger sur ce que les personnes vont avoir comme disponibilité pour pouvoir encore mieux profiter de la vie de quartier, encore mieux s'inclure dans la société. Justement, Amundi, c'est le groupe Crédit Agricole, donc c'est quand même une des plus grandes banques européennes, la plus grande banque française. Aujourd'hui, à votre avis, quel est leur intérêt de venir travailler avec vous s'il n'y a pas cette partie financière? Est-ce que c'est une question d'image? Est-ce que c'est une question d'être dans le rendu du service à la société, hein, comme dit aujourd'hui la raison d'être de ce grand groupe? Quelle est, à votre avis, la motivation de ces investisseurs? Alors, Crédit Agricole est effectivement l'actionnaire majoritaire d'Amundi, mais les fonds qui sont investis dans notre foncière proviennent de l'épargne salariale solidaire dont je vous parlais. Donc, c'est pas Crédit Agricole qui choisit de placer sur un support ESS plutôt qu'un autre. C'est les souscripteurs, donc des personnes physiques qui souhaitent placer une partie dans le cadre de fonds 90-10, placer une partie de leur épargne non pas sur des produits financiers lucratifs. Donc, ils en placent 90-95% sur le lucratif, et ils décident que 5 à 10%, ils vont le consacrer au financement d'actions plus solidaires et pour lesquelles ils n'attendent pas de rentabilité. En tout cas, c'est pas la principale préoccupation. Nous, l'intérêt d'être entré aussi en partenariat avec Amundi, derrière avec le Crédit Agricole, c'est qu'effectivement, on est financé sur les emprunts par le Crédit Agricole. Mais là, ils nous appliquent les mêmes taux qu'à quiconque, si ce n'est qu'on a forcément un partenariat national avec eux qu'on a pu établir de manière beaucoup plus rapide que si on avait démarché une banque après l'autre à chaque nouvelle implantation. Merci. Alors Laurent Laïc, par rapport à ces deux interventions, votre commentaire et puis votre façon de faire à vous. J'adhère évidemment à tout ce que vient de dire Maëlys et Bernard. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut qu'on assume ce que l'on est. Quand on assume ce que l'on est, c'est toujours plus simple que d'essayer de ressembler à. Donc certes, on a des rentabilités qui sont plus faibles, mais elles sont récurrentes, parce qu'on est plus résilient. Certes, on intervient dans un écosystème qui est plus complexe que quand on est pure player ou monoproduit, mais en même temps, on va chercher de l'impact. Et donc, nous, pour le changement d'échelle, on s'est attaché avant tout à avoir une ligne directrice claire qui était notre projet, et que celui-ci n'évolue pas trop dans le temps. On garde toujours cette ligne directrice de permettre à chacun de jouer son rôle dans la société. Donc c'est indépendant des gouvernements ou des politiques locales qu'il peut y avoir. Donc ça apporte de la lisibilité. Le deuxième volet, c'est d'être très clair de raconter une histoire à nos partenaires financiers et de leur permettre de vérifier qu'on l'a réussi ou qu'on la réalise, et donc d'être extrêmement transparent. Et donc ça, c'est l'écriture du projet et l'écriture des impacts. Donc on a partagé avec eux en disant finalement, pour vous, quand vous êtes un fonds 90-10 ou quand vous êtes un fonds solidaire, sur la dimension impact, est-ce que vous ne voulez pas qu'on se challenge mutuellement pour aller voir ce qu'on peut mesurer ensemble? Donc ça a été un deuxième volet. Et puis, troisième volet de tout ça, c'est aussi de dire, bah, écoutez, si on est d'accord, à ce moment-là, on écrit une charte, on écrit un document qui nous engage. Vous n'êtes pas d'accord, bah, ce n'est pas grave, on reste copains, mais vous ne viendrez pas chez nous. Et par contre, si on est d'accord, on en prend pour le moyen long terme. Donc, ce n'est pas 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est plutôt entre 5 et 10, les périodes d'investissement. Et on se réinterroge régulièrement sur est-ce qu'on est satisfait du rendu global ou pas. Ça a été toute notre stratégie. Et donc, nous, on a mené, un peu comme Bernard le disait, en même temps, un travail interne fort pour définir qui on était et quelle était notre ambition et notre stratégie. Et un deuxième qu'on a mené quasiment en même temps sur la capacité à lever des fonds et donc à aller travailler avec de l'argent qui n'est pas totalement le nôtre. Et donc dans ce cadre-là, ça nous a amené à constituer le groupe, à monter une holding, etc. Et puis aujourd'hui, 50% du capital de l'entreprise est maîtrisé. Et le mot maîtrisé n'est certainement pas le bon.
par des fonds, dont Amundi d'ailleurs, mais aussi l'IDES, mais aussi le BNP Paribas, mais aussi Fitrust, un certain nombre de partenaires. Un gros tiers de l'entreprise est maîtrisé par les salariés de l'entreprise, donc un peu la démarche qu'expliquait Bernard et où nous on a fait acheter les actions à nos propres collaborateurs, mais on a aussi bonifié tout ça avec des actions gratuites. Et puis on voit que c'est très intéressant parce qu'un salarié du quotidien devient aussi un actionnaire dans une assemblée générale et donc ça permet de challenger le projet et c'est très intéressant. Puis enfin, on a un tout petit tiers, du coup, une vingtaine de pourcents, qui est maîtrisé par une association historique qui est le lieu de l'innovation chez nous. Et on n'a pas voulu déshabiller cette association, on y a mis des moyens aussi au travers de fonds de dotation, etc., pour qu'elle continue à proposer de l'innovation, etc. Et donc quand on arrive à avoir un capital qui est réparti de cette sorte-là, c'est toujours compliqué pour les dirigeants parce que c'est quelque part une perte individuelle de pouvoir. À titre d'exemple, chez nous, les décisions se prennent à 2/3 de la majorité. Donc, ça veut dire que je peux penser qu'un truc est bien, j'arrive à convaincre tous mes salariés. Voilà, exactement. À un moment donné, si les fonds ou l'association n'est pas d'accord, on va avoir des difficultés. Donc, ça nous permet aussi de ne pas mettre la règle de l'immédiateté comme règle de base, même si on passe notre vie à prendre beaucoup de décisions et qu'on va plutôt vite. Mais voilà, c'est comme ça que nous, on y a répondu. Et puis avec une transparence totale, une valorisation du groupe, etc., pour rassurer tout le monde. Mais là aussi, nous, l'histoire a fait que même si le dividende est une décision d'Assemblée générale, depuis 10 ans, on n'a jamais versé de dividende parce que le projet qu'on a proposé est un projet de transformation, est un projet qui se développe et qui est un projet dont finalement l'ensemble de nos parties prenantes s'y retrouvent au travers des éléments qu'on leur donne. Alors on va revenir sur ces questions humaines et très concrètes et dans l'air du temps. Mais je voudrais, puisqu'on a la chance d'avoir un économiste avec nous, avec Bernard Bensaïd, peut-être revenir parce qu'on est dans un salon où beaucoup d'entreprises de l'ESS nous écoutent et ont peut-être besoin de solutions. Vous parliez tout à l'heure, Bernard, puisque vous êtes un spécialiste de la finance, de ces taux d'intérêt bas. Pourquoi aujourd'hui raisonner en capital alors que peut-être on peut aussi aller chercher de la dette avec des taux aujourd'hui qui ne sont pas particulièrement importants? Tout à fait. Merci de me rappeler mes bons souvenirs d'enseignant de sciences économiques. Alors, je voudrais rappeler deux phrases de Milton Friedman qui étaient très importantes, qui sont très importantes d'abord pour comprendre mieux notre économie sociale et solidaire et d'autre part mieux comprendre notre situation de taux d'intérêt négatif. Alors, Milton Friedman disait la seule raison, le seul objectif social des entreprises est de faire des profits. Voilà. Donc, Milton Friedman, prix Nobel d'économie, avait tiré un trait sur tout le champ de l'économie sociale et solidaire en disant ça ne peut pas exister. L'économie sociale et solidaire ne peut pas exister. Et les entreprises qui tenteraient de faire autre chose que, si vous voulez, que ce qu'elles sont censées faire, devraient disparaître. Bon, alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de passer peut-être 1 minute ou 2 sur ce sujet qui est important. Alors d'abord, est-ce que Milton Friedman avait raison ou pas? On peut voir le côté plein du verre ou le côté vide du verre. Bon, d'abord, on peut dire qu'il a tort puisqu'il y a des entreprises d'économie sociale et solidaire et je crois que toutes les personnes qui sont dans ce salon et en particulier dans ce tour de table en sont la preuve existante. Et en même temps, on peut dire qu'il a en partie raison parce qu'on peut déplorer que les entreprises d'économie sociale et solidaire ou que le poids de l'économie sociale et solidaire ne représente en France que 10% de la valeur ajoutée. Bon, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est celui que je voudrais avancer, c'est qu'en fait, quelque part, pour exister, si on suit le point de vue de Milton Friedman, c'est que les entreprises d'économie solidaire n'ont que deux voies. Soit la voie de l'excellence, la voie si vous voulez, du meilleur élève, la voie de l'élève le plus innovant, celui qui met en œuvre les meilleures techniques organisationnelles, les meilleures techniques de production, qui partage le mieux son intelligence. Et c'est, je crois, autour de la table, la voie que chacun des participants a défendue jusqu'à présent. Donc, celle de l'excellence pour survivre dans un monde où les entreprises sont en permanence challengées, sont en permanence en concurrence, et pour survivre avec les contraintes qu'on s'impose au niveau de l'ESS, qui sont très fortes, des contraintes sociales très fortes, des contraintes de protection de l'emploi, des contraintes de faible rentabilité du capital, etc. C'est très fort. Donc, c'est la voie de l'excellence, et c'est celle qu'on défend. Soit la voie,
C'est la voie précédente qui a été jusqu'à présent malheureusement une partie importante de la voie des entreprises de l'économie solidaire, de dire on défend un autre modèle, donc il faut qu'on ait un appui, on a un appui de la collectivité, un appui des gouvernements, un appui de toute forme de collectivité, il faut qu'on ait des subventions, etc., etc. Donc voilà, il y a ces deux voies. Bon, et là, on voit bien que cette voie, la deuxième voie, dans un monde où l'argent public coûte de plus en plus cher, où c'est de plus en plus difficile d'obtenir des subventions publiques, elle n'est plus possible. C'est pour ça que pour moi, il n'y a plus que la première voie, et je pense que cette première voie peut faire démentir Milton Friedman. Alors maintenant, vous parliez des taux d'intérêt négatifs. Dans un instant, mais je voudrais passer la parole à Maëlys Kanzler pour savoir si elle partage cette vision des choses. Je reviens vers vous, Bernard Bensaïd, dans une seconde. Hein. Maëlys, qu'est-ce que vous en pensez de ce point de vue, l'excellence ou la subvention? Voilà, moi je rejoins complètement ce qui a été dit. On n'a pas le choix que d'être bon. Si on n'est pas bon, on n'arrivera pas à séduire, parce que c'est pas par les taux de rentabilité qu'on arrive à séduire, donc il faut que ce soit par autre chose. Moi, j'ai fait le choix depuis des années, en fait, le mot est mal choisi, mais de m'attaquer à des secteurs d'activité où le modèle économique n'avait pas encore été trouvé. Et généralement, c'était d'ailleurs des secteurs où les places étaient occupées par les associations. Moi, j'ai créé en 2003 un des premières entreprises privées qui a créé un groupe de crèches d'entreprise et crèches en délégation de service public. Et je me suis lancée à l'époque sur ce secteur parce qu'il était su et de tous que 95% des acteurs, associations ou crèches publiques, perdaient de l'argent. Et je me suis dit, c'est pas normal, un secteur dont on a autant besoin, qui existe depuis tellement longtemps, et ça ne gêne personne de dire 95% des acteurs perdent de l'argent. Et de là, en fait, m'est venue cette passion d'aller chercher des modèles économiques dans des secteurs où c'est pas primordial, mais dans ESS, ça commence par E, économique, social et solidaire. Et c'est pas parce qu'on va chercher un modèle économique pérenne et qu'une entreprise sait gagner de l'argent que pour autant elle peut pas être au rendez-vous pour les 2 S de social et solidaire. Donc voilà, moi les subventions, elles ne font jamais partie de mon modèle économique. C'est un plus qui éventuellement vient améliorer le quotidien de nos bénéficiaires, mais en aucun cas on doit être dépendant de ça. Ou sinon, effectivement, à terme, on ne survivra pas. Merci. Alors, on a ouvert le débat. J'avais proposé qu'on nous pose des questions. Donc, en voilà une qui est arrivée. C'est une question de Jean Orgue. Merci, Jean, de votre question. Alors, je vais la poser à Laurent Laïc parce qu'il a employé tout à l'heure le mot dividende pour dire que vous n'en aviez pas versé, mais que finalement, vous auriez peut-être pu avoir la capacité d'en verser. Alors, Jean Orgue nous dit « J'avoue ne pas comprendre comment vous donnez des dividendes à des investisseurs dans le cadre de l'ESS ?» avec 3 points d'interrogation. Je n'ai pas le ton de la question, mais j'ai quand même un peu l'impression que le mot dividende et ESS, notre interlocuteur trouve que ça ne va pas très bien ensemble. Alors, que peut-on lui répondre? J'ai dit qu'il n'y a pas de stress à avoir là-dessus, et puis je m'inscris pleinement dans ce que les autres intervenants ont dit. Si je veux être un peu provocant, je dis quand vous allez à la banque, vous allez chercher de l'argent, une dette, et puis vous payez un taux d'intérêt. Bon, si c'est du capital, pourquoi ne pas payer un petit taux aussi d'intérêt qui s'appelle un dividende? Donc les mots, il faut être décontracté là-dessus. Oui, ça, c'est ma première contribution mutualiste. Voilà. On peut trouver des termes. Si tout à fait. Dès lors qu'on sait où on veut aller, qu'on inscrit le temps long, qu'on explique que nos résultats ils sont faibles mais récurrents, et que donc en fait le plus gros dividende qu'on va apporter, nous dans notre secteur, ça va être du dividende social. C'est-à-dire, monsieur, vous venez investir chez nous, on est une entreprise sociale, une entreprise d'insertion. J'avais 10 salariés en insertion, j'en aurai 500 dans 5 ans ou dans 10 ans. Bon, enfin, voilà, juste pour donner cet exemple-là. Donc, en gros, les statuts ne font pas la vertu. Et si les statuts ne font pas la vertu, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve les modèles économiques de structuration de notre entreprise qui soient au service du projet. Et chez moi, j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas moi qui suis au service de mes statuts, mais c'est un peu l'inverse. Et donc, si on est dans cette logique-là, et si on ne ment pas avec ce qu'on fait, ça veut dire qu'on sait exactement où on veut aller, vous arrivez à convaincre. Vous arrivez à embarquer. Vous arrivez dans un monde complexe, comme le disait Friedman, ou en tout cas sa théorie, à faire rêver les gens qui contribuent à quelque chose qui les dépasse aussi. Et donc ça, c'est très valorisant pour nos collaborateurs. C'est très valorisant quand on dit la vérité aux gens. Voilà. Et on sait pourquoi on travaille. Et donc tout ça fait que dans notre logique de développement, cette notion de dividende, alors en plus, très, très à l'aise, on ne les a jamais distribués. Donc, bon, voilà, mais on ne se l'est jamais interdit. Et il faut savoir aussi que si on était amené à verser des dividendes,
presque 60, allez, on va dire 50 pour faire simple, 50% de ces dividendes reviendraient aux salariés de l'entreprise et à l'association fondatrice du groupe. Donc voilà, on est dans un équilibre de notre projet et cet équilibre ne peut être tenu que dès lors qu'on est très clair au projet, qu'on ne se ment pas à nous-mêmes et encore moins aux autres. Voilà, c'est ça l'alchimie. Et donc en fait, on est sur ces questions-là, toujours sur des équilibres parfaitement instables. Mais c'est bien parce qu'on est dans des équilibres instables qu'il y a peut-être une force créatrice qui en sort. Et donc la question derrière, c'est comment je passe de la marge à la norme. Parce que force est de constater qu'une crise sanitaire, où normalement on devrait avoir une réponse sanitaire, avant tout de mettre des PGE, etc. On aurait peut-être pu faire, de mettre des soignants, des hôpitaux, etc. Ben, on voit bien que l'ESS là-dedans, ben, elle souffre ou elle est innovante, ou elle est... Bon, voilà. Mais il faut qu'elle prenne le relais maintenant. C'est à nous, c'est à nos associations, à nos structures, à nos entreprises de jouer leur rôle dans la société elle-même. Alors Bernard Bensaïd, je ne sais pas si Milton Friedman aurait parlé de dividendes social. Je vais quand même vous reprendre parce que vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller chercher aussi des capitaux sous forme de prêts? Et puis allez, je vous lance sur la question aussi, on parle beaucoup aujourd'hui des quasi-fonds propres, hein, des titres participatifs. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des techniques? Alors plus ou moins c'est une question qu'on se posera tout à l'heure aussi spécifique pour l'ESS. Est-ce qu'il y a aujourd'hui de l'innovation financière qui permet de venir en soutien à votre discours comme quoi il faut aujourd'hui trouver des financements pour ces entreprises performantes? Bien sûr. Alors, j'aurais reposé le cadre macroéconomique, si vous voulez, dans lequel l'ensemble des entreprises aujourd'hui se trouvent et la raison pour laquelle je pense que nous avons une opportunité extraordinaire dans ce temps aujourd'hui pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous savez que le processus de production se fait avec 3 facteurs de production. Le premier facteur, c'est le facteur travail. Le deuxième facteur, c'est le facteur capital. Et le troisième facteur, c'est le facteur innovation. Et vous savez que l'innovation, c'est plus de 50% de l'explication de la croissance dans les pays développés. Donc aujourd'hui, on a une conjoncture assez exceptionnelle. C'est que plus que jamais, l'innovation est au cœur du processus de production. Voilà, ça, c'est le premier point. Deuxième point qui est exceptionnel, c'est que plus que jamais, le capital ne demande pratiquement plus à être rémunéré puisque nous avons des taux d'intérêt nominal et réels négatifs. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont tous les feux verts pour se développer. Elles ont toutes les feux verts pour se développer. Et j'en veux pour preuve ce qui s'est passé entre 2010 et 2012, et 2020, excusez-moi, 2021, c'est qu'en 2010, eh bien, l'économie sociale et solidaire ne représentait que 10% du PIB de la France. En 2020, il représente 12% du PIB de la France. Et je pense que ce développement va se poursuivre, va conforter le poids de l'économie sociale et solidaire et que, si vous voulez, on en est tous la preuve. À 2 conditions. Première condition, clairement innover. Donc pour l'excellence, c'est l'innovation et l'innovation, c'est l'excellence. Voilà, à condition d'innover, ça c'est très important, d'investir massivement dans l'innovation. Et le groupe que je dirige investit des millions d'euros dans l'innovation. Voilà, nous avons nos propres startups, nous avons nos propres développeurs, nous avons nos propres promoteurs de projets innovants, etc., etc. Et deuxième condition, d'aller chercher du capital pas cher, parce que le capital ne doit pas être cher aujourd'hui. Alors aujourd'hui, oui, il existe toutes sortes si vous voulez, de dispositifs. Bon, le premier dispositif, alors il est un peu conjoncturel, si vous voulez, c'est le dispositif qui est lié aux propositions du gouvernement de faire des prêts participatifs de relance, d'utiliser les prêts participatifs de relance. Donc je pense que c'est très important. Là, on a des financements qui sont sur des taux qui sont acceptables, à mon avis, pour l'économie sociale et solidaire, entre 4 et 5%. Donc ça, c'est le premier point qui est très important. On parle de plusieurs milliards, de plusieurs dizaines de milliards, de 15 milliards au total de plans participatifs de relance. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut aller chercher effectivement, donc, et là, on est sur du taux d'intérêt, on est sur de l'emprunt, on n'est pas sur du capital, hein, c'est du prêt participatif. Deuxième point, il faut aller chercher des financements au maximum obligataires avec des taux d'intérêt qui restent faibles. Et en dernier recours, et là, effectivement, je pense c'est plus compliqué, mais parfois certains n'ont pas le choix que d'aller chercher du
financement, entre guillemets, de droit de contrôle, parce que là, on lâche le droit de contrôle, mais bon, parfois, il faut accepter de le perdre, dans un cadre où on se trouve avec des investisseurs qui comprennent, qui acceptent ce projet. Et là, je pense que Laurent Laïc a tout à fait raison. Il faut être clair avec les investisseurs. Il faut leur dire, voilà, messieurs, la feuille de route. La feuille de route, c'est que vous investissez dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Elle a des contraintes sur la partie sociale. Le facteur travail est mieux traité, beaucoup mieux traité. Et en conséquence, le facteur capital doit être moins bien traité. Et vous devez l'accepter. Et quelque part, si vous voulez, ça peut être aussi, si vous voulez, la mission du capital, dans un contexte où les taux d'intérêt sont faibles, d'accompagner ce mouvement. Et on ne peut pas rester sur les rendements d'avant. Merci. Maëlys Kanzler, dans le modèle économique dont vous nous parliez tout à l'heure, l'idée, c'est d'associer, on ne va pas dire public-privé, parce que c'est quelque chose qui est peut-être au-delà de la taille de votre entreprise, mais quand même, il y a cette réflexion-là de dire il faut prendre un peu le meilleur des deux mondes et ne pas s'interdire dans l'esprit d'avoir à la fois les financements qui viennent du public et puis les financements privés. Alors, nous, on a construit le modèle de manière à ne pas s'appuyer nous-mêmes sur des financements publics. En fait, ce sont nos locataires qui sont eux-mêmes bénéficiaires d'allocations de droits dont ils sont bénéficiaires parce que leur situation, soit en condition de ressources, soit en situation de handicap, les y amène. Et c'est plus, comment dire, c'est moins dangereux, je trouve, un modèle économique sur le droit des usagers, des bénéficiaires, appelons-les comme on veut, que de construire un modèle économique sur des financements publics qui peuvent être mis en question. Alors, il se trouve que dans notre secteur, l'habitat inclusif, qui était inexistant encore en 2017, il a été baptisé comme ça en 2017. Il a été très fortement soutenu par le gouvernement actuel et Sophie Cluzel, secrétaire d'État au handicap, a beaucoup œuvré pour le développement de l'habitat inclusif et a fait en sorte que les financements, parce on bénéficie de financements pour financer des animateurs habitat inclusif, ont quand même été multipliés par 30 ces 2 dernières années. Donc, je crois que c'est assez remarquable pour le souligner, c'est qu'il y a très peu de secteurs où les financements publics se développent de cette manière-là. C'est le cas dans le domaine de l'habitat inclusif, c'est le cas donc grâce au gouvernement actuel et je pense qu'on est loin encore de l'objectif que s'est fixé le gouvernement parce que c'est un nouveau mode de vie qui correspond aux attentes des personnes en situation de handicap. C'est aussi un nouveau mode de vie, une inclusion qui permet de changer le comportement de toute une société, de la rendre plus inclusive et plus solidaire aussi. Et puis, c'est à terme des grosses économies pour les pouvoirs publics parce que vivre en habitat inclusif, ça coûte quand même beaucoup moins cher que vivre en établissement médico-social. Merci. Alors, Laurent Laïc, on va aborder un point peut-être un petit peu délicat aujourd'hui. C'est vrai qu'on est sur une région qui est forte dans l'économie sociale et solidaire. Bernard Ben Saïd rappelait tout à l'heure les taux de croissance de l'ESS en France. Dans notre région, c'est important en termes d'emploi, en termes de contribution au produit intérieur brut, si on peut dire, de la région. Mais on reproche parfois à l'économie sociale et solidaire d'avoir son propre monde, ses propres codes, ses propres sigles. On était à une réunion il y a quelques semaines avec la secrétaire d'État à Marseille, à la préfecture, où un des intervenants disait « Mais on ne vous comprend pas, l'ESS, parce que vous vivez dans votre monde à vous. » Est-ce qu'il n'y a pas quand même aujourd'hui une forme, puisqu'on raisonne en termes financiers, c'est un terme qu'on a employé il y a quelques années, de banalisation de l'ESS il faudrait peut-être essayer de sortir de votre quant à soi pour vous provoquer un petit peu. Alors, on me titille sur un sujet qui m'est cher. Non, mais effectivement, en fait, pour identifier un secteur, c'est bien de le nommer. Donc, on est dans un pays en France où l'ESS, ça veut dire quelque chose, où on a des gouvernements successifs, où on s'en plaint toujours, mais qui font le boulot, etc. sur ces questions-là. Et en l'occurrence, qui sont capables d'aider aussi des petites associations qui essayent de creuser leur voie, etc. Et puis, il faut continuer à le faire. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que ce secteur doit s'ouvrir. On a des belles valeurs. On a des différences fondamentales parce que c'est tout secteur d'activité, etc. On ne doit plus avoir peur. Je pense que ce secteur a eu peur. Alors bien souvent parce que difficulté de financement, difficulté de positionnement par rapport aux collectivités, par rapport à l'État, qui chacun essaye d'attirer un peu la couverture à lui. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vit une période absolument extraordinaire, y compris où les gouvernants ont compris que le mot inclusif, le mot ESS n'était pas un gros mot ou n'était pas une économie à part. Pour moi, il n'y a qu'une seule économie et c'est la façon dont on y agit dedans, on interagit dans cette économie qu'on va différencier les acteurs.
Donc, il faut qu'on puisse ouvrir un peu nos fenêtres et c'est ce qui est en train, je vous rassure Yves, hein, c'est ce qui est en train d'être fait, notamment par nos représentants, les CRES, etc. et la nôtre en particulier. Et donc, ouvrir ces fenêtres, nouer des partenariats, il n'y a pas de gros mots. Moi, quand on essaye de monter un partenariat, une alliance, y compris avec une entreprise qui n'est pas de l'ESS, on se pose la question, est-ce que ce qu'on fait ensemble est mieux que ce qu'on aurait fait seul ? Et est-ce que mon interlocuteur est quelqu'un de sincère par rapport à ça ou pas? Et voilà, donc, et c'est ça qui va permettre de créer un certain nombre de choses. Il y a aussi des alliances à faire dans le monde de l'ESS. Quand vous parliez du territoire et de la région, si on prend la métropole à Marseille, il y a de quoi faire quand même en termes ex-Marseille, pardon, excusez-moi. Il y a de quoi faire en termes d'alliance entre entreprises de l'économie sociale et solidaire pour proposer un certain nombre de sujets, etc. C'est le moment et on est un peu à la croisée des chemins. Vous voyez, ici, on a beaucoup parlé d'économie au service d'un projet social, parce qu'il faut bien nommer les choses. C'est quelque chose d'essentiel pour nous, mais on n'a jamais été aussi près de réussir le pari. Donc, à nous de nous emparer des choses et n'ayons pas peur. L'innovation, ça ne concerne pas uniquement des entreprises comme la mienne ou comme celle qu'on a entendue aujourd'hui, où on a une taille qui a dépassé la toute petite taille. L'innovation, c'est tous les jours. Dans ce qu'on propose, dans les idées qu'on amène, dans ce qu'on teste, etc. Et donc, c'est ce message-là, moi, que j'ai envie de faire passer aussi. C'est que arrêtons de parler de l'ESS qui n'existe plus, parlons de celle qui existe aujourd'hui avec les énergies que l'on a pour pouvoir avancer plus vite. Voilà, et peut-être avec tout ce que vous venez de dire, Laurent, allons chercher les jeunes talents, parce que j'ai une question qui arrive de Fabrice Darmon et que je vais tout de suite poser à Bernard Bensaïd. Promouvoir l'innovation, c'est écouter nos jeunes talents, nous dit donc notre auditeur ou téléspectateur, je ne sais pas comment il faut dire, avec ces nouvelles techniques de communication. Donc la question de Fabrice Darmon, c'est comment soutenir les jeunes qui cherchent à la fois la performance et donner du sens dans leur travail, porter des valeurs, etc. C'est un peu la question qu'on évoquait avec Laurent Laïc, le côté moderne, le côté positif, le côté jeune, le côté intergénérationnel de l'ESS, Bernard Bensaïd. Alors moi, je pense que si vous voulez, les jeunes aujourd'hui ont raison d'être exigeants. D'abord, il y a de moins en moins de jeunes et de plus en plus de vieux, donc c'est normal que les jeunes puissent choisir leur entreprise, leur projet. Et ce qu'on constate tous aujourd'hui, donc on est tous dans une guerre des talents, puisque sans talent, les entreprises n'ont pas beaucoup de futur. Donc ces jeunes-là, pour les attirer, il faut reprendre si vous voulez, les caractéristiques de l'ESS. C'est que, aujourd'hui, comme je l'ai expliqué, pour moi, l'ESS est condamnée à être excellente et innovante ou à disparaître. C'est très clair pour moi. Et donc, quand vous dites aux jeunes, eh bien, lâchez-vous, innovez, soyez excellents, portez les plus beaux projets, ayez les plus grandes ambitions, et ben vous les attirez. Et quand vous dites aux jeunes, j'ai moins de contraintes sur le facteur capital, voire je n'ai aucune contrainte sur le facteur capital parce que je ne rémunère pas le facteur capital, ou alors je rembourse mes emprunts, mais je paye aucun dividende, etc. Eh ben, vous êtes crédible dans le fait que vous dites aux jeunes, lâchez-vous. Vous êtes crédible. Inversement, si vous voulez, un jeune qui rentre dans une entreprise où la rentabilité qui doit être versée aux investisseurs est très élevée, eh ben, il sait très bien qu'il est sous contrainte. Donc moi, je pense que aussi dans la guerre des talents, les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont un avantage comparatif majeur. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye si vous voulez, de défendre. Alors, je vous donnerai un seul exemple. Alors, bien sûr, on n'a pas que des chercheurs qui viennent, si vous voulez, postuler au groupe AVEC. Mais aujourd'hui, le groupe AVEC reçoit plus de 1000 CV par mois. 1000 CV par mois. Alors, il y a toutes sortes de CV. Il y a des CV, bien sûr, opérationnels, mais aussi des CV de gens qui veulent mener des projets, avancer sur leur projet, et on leur dit, pour paraphraser la phrase de Steve Jobs, pourquoi employer des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Maëlys Kranzler, vous partagez cet optimisme aujourd'hui de Bernard Bensaïd sur l'ESS et la jeunesse. Vous le constatez aussi aujourd'hui dans le développement de votre entreprise? Oui, moi, si je regarde l'équipe que j'ai au sein de l'équipe projet, donc pas les personnes qui travaillent sur nos sites, j'ai bien la moitié qui doit avoir moins de 27, 28 ans. J'ai remarqué, je pense qu'on a tous remarqué d'ailleurs que depuis quelques années, de plus en plus de personnes se questionnent à un moment donné de leur vie
tiens, j'ai envie de changer d'orientation parce que j'ai envie de donner plus de sens à ma vie professionnelle. Je trouvais que c'était quand même largement réservé aux femmes de plus de 40 ans il y a quelques années encore. Et de plus en plus, ça s'élargit aux hommes, aux femmes, aux hommes de moins de 40 ans, voire même avant même la sortie d'école, enfin d'école ou d'études, des personnes qui se disent je veux non seulement travailler pour un projet qui a du sens pour moi, contribuer quelque part à changer le monde à ma manière, à partager des valeurs aussi, parce que je pense que dans l'ESS on travaille, je pense que c'est Bernard qui en a parlé tout à l'heure, on travaille autrement, on s'occupe peut-être mieux de nos salariés. Parce que c'est nos valeurs au quotidien auprès de nos usagers, clients, bénéficiaires, encore une fois, peu importe comment ils appellent. Mais donc, on s'applique les mêmes règles aussi en interne à nos équipes. Et puis, ce qu'ils vont chercher, bien évidemment, aussi, c'est la pérennité. Donc, on revient aussi à la notion d'excellence dont on a parlé tout à l'heure. Mais voilà, cette conjugaison de valeurs, de sens et de pérennité, d'ambition et d'exemplarité, je pense, c'est ce qui fait que de plus en plus de personnes nous rejoignent et nous préfèrent à des voies plus classiques et plus rémunératrices, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut quand même se dire aussi, c'est que dans les entreprises de l'ESS, souvent les salaires sont quand même un petit peu ou beaucoup inférieurs aux salaires dans des grandes entreprises classiques ou dans les métiers de la finance, ainsi de suite, quoi. Alors Laurent, peut-être revenir, on a parlé exemplarité, on peut parler dans cette partie intergénérationnelle de la transmission des savoirs. On est dans une société, on parle beaucoup de tutorat, de mentorat, enfin il y a beaucoup de termes. Les entreprises telles que les vôtres, c'est des entreprises où il y a aussi des salariés qui restent longtemps et qui peuvent transmettre leur savoir et leurs compétences. Alors la transmission chez nous, effectivement, elle est à plusieurs niveaux. Elle est avant tout sur notre équipe de ce qu'on appelle nous les permanents, hein, des personnes qui rentrent dans l'entreprise, qui restent très longtemps et qui sont cadres, qui deviennent cadres. Et donc là, on attire les talents pour toutes les raisons qu'on vient d'exprimer, mais on dit nous aussi qu'on les fabrique et on les co-fabrique. Si je prends mon exemple personnel, j'ai peut-être apporté à l'entreprise que j'ai créée et développée, mais cette entreprise m'a beaucoup appris et a apporté à moi aussi personnellement, y compris sur le regard sur les personnes, etc. Et donc, cette notion de « je fais grandir les gens avec moi », ou eux me font grandir avec eux, c'est une donnée essentielle, managériale, qui implique de laisser la place, qui implique le temps long. Le temps long, ce n'est pas que pour les investisseurs, hein, c'est aussi pour que les projets délivrent. Ça ne se fait pas comme ça hein, quand on arrive sur un nouveau territoire, etc. Et donc cette transmission-là, on a une équipe chez nous qui est chargée d'intégrer les nouveaux collaborateurs et de rentrer déjà dans la transmission dès le premier jour où la personne arrive chez nous. Ça, c'est la première logique. Et la deuxième logique, et c'est ça qui est très rassurant aussi sur nos métiers et sur notre façon de faire, c'est qu'on s'aperçoit que, alors nous, on traite de personnes qui sont les cabossés de la vie, si je veux dire comme ça. Alors parfois, on dit des invisibles, mais qui sont des fois très, très visibles selon les situations. On s'aperçoit que le premier travail, c'est pas de donner quelques heures de travail à quelqu'un. Ça, tout le monde sait faire. N'importe quelle entreprise le fait aujourd'hui. La question, elle est de dire comment je te redonne envie de quelque chose. C'est quoi, à quoi tu crois toi personnellement? Et bien souvent, les gens ne croient plus ou n'ont plus d'ambition pour eux-mêmes. Bon, voilà. Et donc, cette estime de soi est aussi une transmission que l'on fait. Et quand on le fait pour des personnes dites cabossées de la vie, on arrête de penser de savoir ce qui est bon pour eux déjà, c'est déjà un grand point, et ça met une ambiance dans nos équipes d'encadrement qui est une ambiance complètement différente, où même nous, en tant que dirigeants, on est parfois perturbés, on a les vieux démons qui nous reprennent, parce que bon, on arrive à un âge où on se dit, bon, il faut arrêter les bêtises, mais non, n'arrêtons pas les bêtises, il faut que tout ça se développe. Et donc, faire grandir les gens, c'est un peu notre thématique. Nous, notre capital, c'est les femmes et les hommes qui animent notre entreprise. Donc, il faut qu'on s'en occupe et il faut leur permettre eux aussi de s'exprimer. Merci. Je prends les questions en flux comme elles arrivent sur ma tablette. Donc, une question que je vais poser à Maëlys de Pierre Dardaillon. Dans quelle mesure la finance verte est-elle un dispositif pertinent pour les organisations de l'ESS? Elles ont souvent un impact écologique et sociétal positif, nous dit Pierre. Est-ce que ce sont des choses que vous constatez, Maëlys, dans vos relations avec vos investisseurs? Puisque vous êtes aussi sur donc, du foncier, du bâtiment, de la construction peut-être éco. Enfin, donc la finance verte aujourd'hui, dont on parle évidemment beaucoup, les green bonds et autres, est-ce qu'elle est adaptée au modèle ESS? Alors nous, on n'y a pas réfléchi encore. Là, on intègre forcément des dimensions écologiques dans nos modes de construction. Après, c'est pas toujours évident de concilier
cette envie d'aller au bout du bout l'écologie, tout en voulant aller au bout du bout aussi des économies et en intégrant le bout du bout des contraintes, notamment quand vous hébergez des personnes à mobilité réduite et que du coup les surfaces de tout ce que vous créez sont forcément déjà très importantes. Donc on essaie de faire un juste milieu entre tout ça, mais en tout cas dans la finance verte on n'y a pas encore on n'a pas encore mis un pied dedans, et à voir, peut-être c'est peut-être une suggestion intéressante à creuser. Merci. On va vous libérer, hein, Maëlys, parce que je crois que vous avez un horaire un petit peu contraint. Oui, Et on va rester, puisqu'on avait commencé avec 10 minutes de retard avec Bernard et Laurent, s'ils en ont encore la disponibilité. Peut-être pour revenir déjà sur ce premier point, donc Bernard Ben Saïd, la finance verte, c'est quelque chose qui peut bien coller à l'univers de l'ESS. Oui, moi je pense que si vous voulez, toutes les modalités de finances alternatives sont bonnes à prendre pour le développement de l'ESS, et en particulier tous les modes de financement qui vont investir, qui sont sensibles à l'innovation. La finance verte en fait partie. Elle a une mission, mais il n'y a pas que la finance verte. On peut imaginer toutes sortes de financements de l'innovation, et je pense qu'il faut utiliser tous ces leviers. L'État a prévu en particulier toutes sortes de dispositifs spécifiques pour financer ces innovations. On a aussi sur les secteurs qui intéressent le groupe AVEC, la santé, le médico-social, on a ce qu'on appelle l'article 51 qui vient financer des innovations. Et moi, j'appelle tous les acteurs de l'ESS à bénéficier de ces financements. Alors c'est sûr que si vous voulez, ils sont exigeants, hein, ils visent l'excellence et l'innovation. C'est pour ça que plus que jamais cette économie sociale et solidaire doit travailler ensemble, doit casser, si vous voulez, les a priori, comme le disait Laurent, qu'on peut avoir les uns sur les autres. Et donc, on appelle tout le monde à travailler ensemble dans ces secteurs pour aller chercher le maximum d'investissement, le maximum de financement et mettre en œuvre ce qui est indispensable, à mon avis, aujourd'hui. C'est l'intelligence collective. L'intelligence collective, voilà, on est obligé d'y aller, sinon ça passe pas. Question de Jean Orgue qui avait posé la première question et qui va poser, parce que le temps court, la dernière question du débat. Ça pourrait faire un débat à elle toute seule, cette question, hein. Donc, ce que nous dit Jean, l'ESS est innovante d'abord parce que ce sont les citoyens regroupés en associations, par exemple, qui trouvent des solutions à des besoins auxquels le marché et les pouvoirs publics ne répondent pas. Le partenariat avec les pouvoirs publics est donc indispensable pour bénéficier de la redistribution nationale, service public et intérêt général. Ce n'est qu'une partie de l'ESS qui peut ensuite se rentabiliser sur le marché. Il n'y a pas à opposer les subventions des collectivités et le marché dans l'ESS. Comment articuler les deux plutôt que les opposer? Il y a toujours des territoires ou des secteurs qui n'intéresseront pas le marché par manque de rentabilité. Alors, on ne va pas refaire le débat, mais enfin, on repart quand même un petit peu au début. Laurent, qu'est-ce qu'on peut répondre à cette objection de Jean? Et on terminera avec Bernard tout à l'heure. Tout ça, c'est des affirmations. Donc, oui, effectivement, une organisation, quelle qu'elle soit, elle n'est pas monolithique. Si on prend nos différentes entités, on va avoir le même projet et qu'on va présenter avec des mots peut-être différents quand on parle à un investisseur, quand on parle à la commande publique. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est que dans le job qui est le mien, j'ai une part d'intérêt général très forte. Puisqu'en fait, la question, elle n'est pas de donner du travail à des personnes qui n'en ont pas, c'est de dire comment j'inscris les gens dans une certaine progression, comment on redonne l'ascenseur social, comment l'ascenseur social fonctionne dans les entreprises. Je rappelle qu'il faut 6 générations et demie pour un fils d'ouvrier pour devenir cadre. Il y a 15 ans, il ne fallait que 2 générations. Et donc, quand j'interviens, moi, au travers de nos entreprises, sur le volet insertion, une partie de ce volet insertion est financée par l'État, par les aides. C'est 6% au sein du groupe Labarap. Mais donc, mes résultats cofinancent ce projet d'intérêt général. Et c'est bien la raison d'être de notre entreprise. Et c'est bien pour ça qu'on est moins rentable que la moyenne des entreprises de notre secteur. Et donc, ce mariage, comme on nous l'indique ici, hein, dans l'objection, c'est un mariage permanent. C'est le fameux équilibre instable dont je parlais. Et qui est aussi, alors ça ne correspond pas à tout le monde, mais qui peut permettre ce développement et de passer de la marge à la norme. Donc je ne peux qu'adhérer à ce qui a été dit, mais la question pour nous, elle est de dire comment, au travers d'une activité économique, on peut redistribuer aussi de l'intérêt général à l'ensemble de la collectivité, et on ne travaille jamais seul,
Nous, on a des partenaires sur chacun des territoires et on n'agit pas. Le visage de la VARAP, par exemple, à Marseille, est complètement différent de celui dans la ruralité en fin fond de la Bourgogne, et encore différent quand on est dans des départements ultramarins comme à Mayotte, où là, on voit bien sur ces territoires-là que quand on allie privé-public, intérêt général et intérêt privé, ben, on arrive progressivement à faire quelques trucs, mais avec beaucoup de modestie, somme toute. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. On termine donc avec Bernard Bensaïd. Je vais vous poser la dernière question, elle vient de Carole Ribaud. Quelles recommandations, et il va falloir faire un petit peu court parce qu'on pourrait lui en donner beaucoup, quelles recommandations donneriez-vous à une structure qui souhaite créer une activité dans le secteur de l'ESS? Quels sont d'après vous les points de vigilance et les axes à privilégier? Merci beaucoup pour cette question compliquée. Mais bon, voilà, je vais essayer de répondre. Alors, je pense que si vous voulez, le premier sujet, c'est d'abord dire qu'est-ce qu'on souhaite faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est la première question que doit se poser un entrepreneur. Et après, une fois qu'il s'est posé la question de sa mission, la deuxième question qu'il doit se poser, c'est quelles sont les valeurs auxquelles je peux en aucun cas déroger? Quelles sont les valeurs, si vous voulez, qui sont intimement liées à ma personne ou à mon histoire, voilà. Et donc ça, c'est la deuxième question. Et une fois qu'on a répondu à ces questions-là, et je pense que naturellement, si on a des valeurs et si on poursuit un objet social qui est pas simplement celui de la recherche de profit, je crois qu'ici personne n'en doute, eh bien on fait partie de l'ESS. Mais je pense que d'abord le premier sujet pour moi c'est qu'est-ce qu'on veut faire, et deuxième chose, est-ce que cette chose-là est innovante? Parce que comme je l'ai expliqué, pour moi, malheureusement, la voie de l'ESS est étroite et difficile, c'est la voie de l'excellence et de l'innovation. Mais il faut aujourd'hui se dire que l'ESS n'a jamais bénéficié d'autant de faits favorables, puisque nous sommes dans un monde de l'innovation, et il n'y a plus d'entreprise, quelle qu'elle soit, de l'ESS ou pas, qui, si elle n'investit pas massivement dans l'innovation, ne disparaît pas très facilement. Vous savez que maintenant, la durée de vie des entreprises s'est fortement réduite. Et deuxièmement, un monde où le capital est aussi abondant. Donc je dirais que, voilà, soyez innovants et vous réussirez. Merci Bernard Bensaïd, merci à Bernard, à Laurent, à Maëlys donc qui est partie vers d'autres tâches en ce début d'après-midi. C'est un débat qui aurait mérité peut-être plusieurs heures. En tout cas, on aura sans doute l'occasion de revenir sur ces questions-là. Merci d'avoir été avec nous, merci de vos questions. Et puis bien entendu, le forum se poursuit, le salon de l'économie d'avenir ESS Sud. Et vous pouvez de façon digitalisée, le fameux D du midi de Bernard Bensaïd, le visiter, parcourir les stands et assister à d'autres conférences cet après-midi. Et je pense également nous retrouver en replay pour ceux qui sont peut-être venus en cours de route et qui souhaiteraient revoir cette émission. Merci et à très bientôt. Merci Laurent. Pour Waria ou Lorraine, Rémi ou Alexina, il est interdit de s'interdire l'accès aux soins. Pour obtenir une couverture santé optimale à tarif négocié, ils ont choisi la mutuelle communale solidaire conçue par Solimut Mutuelle de France avec leur mairie. La solidarité, on en parle et on agit. Solimut Mutuelle de France, génération solidaire. Nous sommes un lien entre les gens, un lien de confiance et de solidarité,
mais aussi et surtout un lien pour aller plus loin et permettre à chacun de vivre mieux. Nous sommes Aesio, une nouvelle mutuelle qui se construit pour et avec vous. Aesio, décidons ensemble de vivre mieux.